C'est pour ce genre de choses que j'aime toujours encore aujourd'hui jouer à Pokémon. Pour ce double sens de lecture, adapté à la fois à son public principal, les enfants, pour qui les jeux ne sont qu'aventure et distraction, mais aussi aux plus matures, permettant ainsi l'acquisition de deux expériences de jeu différentes. L'une proposant alors une vision plus simpliste des choses et l'autre une vision plus complexe, que ce soit dans la relation qu'entretiennent les personnages entre eux ou encore dans leur schéma de pensée. Et dans mon cas, bien qu'ayant déjà perçu un soupçon de sérieux dans l'intrigue de Noir et Blanc 2, le jeu ayant marqué cette transition fut Pokémon X et Y. Pour ses personnages, son intrigue principale et son antagoniste qui, malgré ses intentions démesurées, ne veut que rendre à son monde ce que l'homme lui a retiré. Ainsi, je considère chaque jeu Pokémon auquel j'ai joué comme étant une étape. Diamant et Perle et Heart Gold et Soul Silver sont le commencement. Noir et Blanc 2 sont les débuts de réflexion sur la place des humains et des Pokémon dans la société et le principe même des jeux de tous les capturer, et X et Y et Soleil et Lune sont la remise en question. Cependant, vous en doutez bien, il en reste encore un. Un jeu s'étant fait pourtant démonter à sa sortie pour la polémique qu'il a générée. Alors aujourd'hui, permettez-moi de déroger à la règle et de vous expliquer pourquoi vous devez jouer à Pokémon Épée et Bouclier. Hop hop hop, on va se calmer, on va réfléchir 2 secondes parce que ça fait longtemps qu'on a plus rigolé ici, non? C'est nul! Non, parce que ça va 5 minutes entre les vidéos sur Dr Stone et Sonic dont le seuil de votre intérêt frôle le néant et le sérieux de la vidéo sur l'anime Pokémon qui m'a pris du temps, tout ça pour voir ma conclusion se faire niquer avec un reboot. C'est vrai que ces derniers temps ça va pas fort. Mais ça va, toutes mes peines se sont arrangées le 15 novembre 2019, jour de la sortie de Pokémon Épée et Bouclier dans le monde. C'est le moment, je peux à présent enfin m'asseoir et me détendre pour jouer à ce chef-d'œuvre. Énorme, j'ai payé 60 balles pour jouer à un jeu pas fini et mal optimisé. C'est vraiment super drôle. Bref, Pokémon Épée et Bouclier, c'est un jeu Pokémon comme un autre. Je vais pas vous en expliquer le principe, mais pour une fois, ce qui est cool, c'est que le jeu commence pas avec le traditionnel discours du professeur. Ici, on nous introduit directement le délire du défi des arènes, dont on parlera plus tard, avec un fabuleux discours de son président saoudien, le président Sheroz. Même si le discours, lui, reste classique, bienvenue dans le monde des Pokémon, blablabla, je suis machin truc, blablabla, voici la région de Galar, peuplée de Poké... Je ne ferai pas de blague sur ce truc. On finit directement par nous en introduire son maître, Tarak. Une introduction prématurée du but ultime que l'on se devra d'atteindre, qui rompt avec l'habituelle surprise que l'on avait dans les anciens jeux de ne découvrir ce personnage qu'à la fin, avant d'être lancé comme d'hab solo dans le jeu et plus exactement dans notre maison. Et déjà, le premier truc qui nous tape dans l'œil, c'est que, la mère a de nouveau plus de chambre. GG Game Freak, vous avez enfin compris comment ça se passait. On commence alors avec la visite de notre voisin et rival Nabil. This is not okay. This needs to stop. Now. Petit frère de ce gros bolos de Tarak, et oui, c'est une référence à PNL, même si on essaye de nous faire croire le contraire, mais on s'en bat les couilles puisque ça changerait en fait que... Bordel, il parle beaucoup! Mais t'as pas envie de fermer ta gueule! Mais j'en ai rien à foutre, moi je veux juste jouer, enfoiré! Bref, on le suit, on rencontre Tarak, et celui-ci nous amène au fameux moment tant attendu des jeux Pokémon, le choix de son starter, parmi lesquels on retrouve... Je m'en fous, j'ai pris l'Arméléon. Les deux autres avaient une sale gueule. Toi, tu deviendras quelqu'un de grand, l'Arméléon. Une fois l'étape passée, on se retrouve comme d'habitude à affronter notre rival, Nabil donc. À l'inverse que celui-ci, a cette fois 2 Pokémon dès le début, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Et PTDR, ils ont essayé de nous faire croire que ça allait rendre le truc plus difficile. La victoire en poche, on se rend au laboratoire de 2 personnages inutiles dont je ne préfère même pas retenir le nom, pour laisser la magie du scénario opérer, et c'est bon, on peut enfin parcourir la région de Galar, composée de Pokémon tels que... CR7, Armure, Max. Oh putain. Charbon, tas de charbon, gros tas de charbon. My boy. Bon, à présent, on va commencer à parler du jeu en lui-même, et je vais pas vous cacher que, j'en attendais honnêtement pas grand-chose. Tout au long de l'aventure, vous serez amené à réaliser votre objectif principal, qui est l'habituelle collecte des badges. Et oui, après y avoir échappé dans Pokémon Soleil et Lune, je m'attendais réellement à en être débarrassé, parce qu'on va pas se mentir, même si pour certains ça pouvait être cool, ça en restait quand même très vite redondant. Découvrir ces versions a donc causé en moi un très léger sentiment de panique, dans le sens où Game Freak nous avait déjà indiqué le retour des arènes, pourtant retiré dans les versions précédentes, et que le hashtag GameFreakLied, posté peu avant la sortie des jeux, n'avait fait qu'augmenter le ressenti contre celui-ci, ainsi que contre de nombreuses promesses qui n'avaient apparemment pas été tenues. Mais bon, étant moi-même assez fan de la licence, et je pense que ça se voit, j'ai tout de même tenu à me procurer les jeux afin de me forger un avis par moi-même. Et waouh, j'ai vraiment pas été déçu. Pokémon Épée et Bouclier font sans doute partie de mes jeux vidéo Pokémon préférés. Et pour comprendre en quoi ces versions sont si excellentes, il faut déjà commencer par comprendre ce que sont ces versions, par l'analyse scrupuleuse de ce qui fait de ces jeux de si excellents jeux.
Tout d'abord, on va commencer par mettre en évidence ce qui m'aura sans doute le plus surpris dans ces versions, et je parle ici évidemment de sa mise en scène. Là où la plupart des titres Pokémon sont les plus appréciés, c'est généralement pour les scénarios qu'elle propose, que ce soit pour la simplicité et l'efficacité des versions rouge et bleu, pour les questions existentielles que soulève noir et blanc, ou encore sur les profonds raisonnements de ce qui fait que l'homme, bien que supérieur à ce qui l'entoure, reste influençable par ses désirs dans les versions X et Y, ou encore Soleil et Lune. Tous ces événements vous conduiront alors à vivre une aventure unique, sublimée évidemment à un élément indissociable de tout scénario, une mise en scène. Et en ce qui concerne Pokémon épée et bouclier, eh bien, il s'agit là à mes yeux des jeux Pokémon possédant la meilleure mise en scène de toute la licence. Ne vous inquiétez pas, je vais pas spoiler, mais bien qu'étant globalement très, voire trop simpliste dans ce qu'il raconte, ces versions réussissent tout de même le pari d'offrir à son public une nouvelle vision de ce que représentent les arènes, et ce, par le système du défi des arènes. Ouais bon, je dis ça comme si de nom ça changeait grand chose, car bordel, obtenir des badges n'a jamais été aussi épique et plaisant. En effet, on retrouve ici à Galar une nouvelle manière d'appréhender ce système qui dure aujourd'hui depuis plus de 20 ans, et ce, par une dimension plus sportive. Absolument tout est grandiose dans ce défi des arènes, que ce soit durant la cérémonie d'ouverture nous présentant d'emblée toutes les étapes auxquelles nous devrons faire face, à travers des champions tout aussi charismatiques les uns que les autres, sauf toi. Toi, tu dégages. Ou encore avec les combats qu'il propose, amplifiés par un élément pourtant beaucoup critiqué avant la sortie des jeux, le Dynamax. Globalement, le Dynamax, on va pas passer par 4 chemins, c'est pas grand chose, c'est juste une mécanique faisant en sorte que ton Pokémon devienne plus grand et plus puissant pour une durée limitée à 3 tours, qui est introduite dans ces versions de façon totalement random. Tchon, ta grosse mère la pute. Mais le plus important ici, c'est ce qui en a été fait et la manière dont le sujet est traité. Honnêtement, j'ai vraiment été étonné de la maturité avec laquelle le sujet est abordé tout au long du jeu. Les Pokémon deviennent plus grands, certes, c'est cool, mais ça reste avant tout quelque chose de dangereux. Cependant, comme l'homme a su au fil du temps se l'approprier, il en fait alors un objet de divertissement, et ce, jusqu'au retour à la dure réalité. Mais le Dynamax, c'est avant tout des combats, sinon ce serait pas une nouvelle fonctionnalité. Et pour revenir sur le sujet précédent, les arènes, grâce à cette fonctionnalité, les combats n'ont jamais autant été aussi immersif, que ce soit le niveau des champions étonnamment bien relevé comparé au reste du jeu, leur équipe étonnamment bien équilibrée, ou encore la présence inédite du public, dont l'engouement croît au fur et à mesure que le combat gagne en intensité, jusqu'à atteindre son paroxysme dans un affrontement Dynamax contre Dynamax. Et il y a aussi la plaine sauvage, dont Game Freak nous aura longtemps vanté les mérites, et c'est clairement de la merde. Ça lag de partout, c'est moche, c'est mal optimisé, l'animation des Pokémon est dégueulasse, bref, c'est tout ce que tout le monde a déjà dit avant. Mais il y a néanmoins quelques trucs qui rendent le tout assez sympa. Déjà, l'ajout de Pokémon visibles hors des hautes herbes. Et le Hoffman de c'est mort. La Calodo c'est mort, j'y suis. La cervelle de l'envoi. C'est quelque chose que j'avais énormément apprécié dans Let's Go Evoli et Pikachu. Ça rendait le monde plus vivant et on avait plus simplement l'impression de suivre une ligne droite et étroite en direction de la prochaine étape. Ça donne même l'impression que les environnements sont plus vastes, car on a sans cesse le regard attiré par de nouveaux Pokémon que l'on n'avait pas encore repérés dans la zone, des mouvements dans les hautes herbes, etc. etc. Bon, par contre, le fait que les Pokémon Shiny ne soient pas visibles hors des hautes herbes, c'est vraiment dommage. Dans Let's Go Pikachu et Evoli, c'était possible, et ça rendait le fait de les croiser dans la nature plus sympa, alors que là, tu dois d'abord croiser le Pokémon pour savoir si oui ou non il est shiny. Mais pour moi, l'ajout d'une telle zone reste quelque chose de bénéfique au jeu, puisque renforçant l'immersion et l'impression de chasse et de découverte. J'ai toujours été content à l'idée d'avoir accès à un nouvel endroit de la plaine, et je trouve très honnêtement qu'à force, on finit très rapidement par mettre de côté tous les défauts énoncés précédemment pour enfin profiter de l'expérience. Et je pourrais encore parler très longtemps des petites qualités que possèdent ces versions, et qui ne sont selon moi pas assez mises en avant, que ce soit dans la VF, à laquelle un soin particulier a été apporté, dans les musiques, toujours aussi excellentes, même si pas forcément transcendantes, qui possèdent tout un rythme globalement homogène, ce qui renforce grandement l'identité audio des jeux, ou encore dans ces personnages qui sont pour la plupart profondément attachants par leur caractère ou leur développement. Et ici, je fais évidemment référence aux rivaux. Travis par exemple est un énorme enfoiré, et je dirais même mieux, c'est l'enfoiré que tout le monde attendait. Le petit con qui se pense supérieur à toi même après une défaite, qui t'insulte pour tout et pour rien, et qui au final prend compte de ses propres défauts tout en restant fidèle à lui-même. C'est honnêtement un de mes personnages préférés de ces jeux, et l'un des seuls dont le thème de combat m'a donné envie de taper mes meilleurs salsa. Et puis on a Rosemary, mais bon, elle en soi, connais pas. Et cette soi-disant Timiel, censée jouer le rôle des bad guys, mais qui en soi, à mes yeux, ne sont pas à voir comme des antagonistes, mais juste comme de simples supporters qui dérapent un peu pour soutenir leur camp, comme il en existe plein chez nous. Et enfin, Nabil. J'ai vu énormément de personnes se plaindre de lui, disant qu'il était insupportable, qu'il gâchait la plupart des meilleurs moments, etc. etc. Et même moi, au début des jeux, je l'ai pensé. Mais il reste pour moi
l'un de mes rivaux préférés. Dans tout jeu Pokémon, tout au long de votre aventure, vous serez amené à une habituelle rencontre avec votre rival, histoire de tester votre niveau et voir si vous êtes à la hauteur des étapes qui vous attendent. Et ces combats peuvent parfois en devenir lassants, puisque sans impact réel dans la suite de votre voyage. Dans le cas de Nabil, c'est tout autre. Frère de Tarak, maître de la Ligue de Galar et célébrité nationale, il est celui sur lequel de nombreux espoirs sont reposés. Celui qui doit faire honneur à son aîné en étant tout aussi doué que lui. Chaque rencontre, chaque défaite en devient alors un apprentissage et une remise en question, et ce, jusqu'au dénouement final que je considère comme étant mon combat de rival préféré. Doit-il simplement se contenter de redorer le blason familial en devenant tout aussi grand que son frère, ou doit-il choisir de suivre le schéma classique du personnage suivant sa propre route? Nabil est sans doute une porte ouverte pour de futurs développement plus mature des personnages dans l'avenir de la licence, et je suis bien conscient que ce n'est pas la première fois qu'on est face à un rival aussi bien travaillé, mais je tenais simplement ici à mettre en avant la preuve que Game Freak est capable de nous créer des personnalités pouvant évoluer et s'adapter au fil de notre avancée. Néanmoins, selon moi, le jeu aurait nécessité d'être mieux exploité, car ok, c'est bien beau de nous faire voir à quel point les arènes peuvent être encore intéressantes même après 20 ans, c'est bien beau de nous faire saliver devant la beauté d'une zone dans laquelle la chasse aux Pokémon redevient quelque chose d'excitant à exercer, mais si ce n'est pas pour apporter de réelles innovations derrière, ces jeux n'en valent pas vraiment la chandelle. Et tous ces éléments qui auraient pu avoir plus de profondeur, c'est une transition. Pokémon épée et bouclier sont une transition. Beaucoup reprochent à Game Freak de n'avoir rien tenté de réellement innovant dans cet opus, et il est vrai que beaucoup de nouveaux concepts sont placés là de manière à nous faire croire que, vous voyez, on a tenté quelque chose, maintenant achetez et jouez. Mais celle-ci, aussi sympa soit-elle, ne dissimule en rien tous les défauts du jeu. J'en ai rigolé précédemment, mais la première fois que j'ai mis les pieds dans la terre sauvage, j'ai tout de même été dégoûté de voir à quel point ma console galérait à faire tourner le jeu correctement, et avec le Wi-Fi, bah c'est encore pire. Sans parler du scénario qui, bien qu'étant très sympa et sublimé par une excellente mise en scène, reste très rushé à la fin. On se retrouve parfois à se demander si le jeu a vraiment été testé avant d'être vendu, et le contre-no ultime à toutes les défenses de Game Freak reste évidemment Breath of the Wild. Inutile de vous demander pourquoi. Actuellement, je suis pas dégoûté de ces versions, et honnêtement, je vous les recommande chaudement, parce qu'après tout, on reste dans un jouet A, et si je vous en parle, c'est que j'ai vraiment apprécié y jouer. Mais voilà, il est clair que un peu plus d'implication de la part des développeurs n'aurait pas été de refus, et c'est surtout pas les ventes du jeu qui vont faire réfléchir Game Freak. En d'autres termes, beaucoup reprochent au jeu de ne pas avoir été à la hauteur de la Nintendo Switch, mais il faut pas oublier qu'il s'agit là des premiers vrais jeux Pokémon sortis sur la console. Je m'explique. Game Freak a toujours possédé le marché de la console portable, de la Game Boy et Game Boy Color à la Game Boy Advance en passant par la DS et la 3DS. Il a toujours été simple pour eux de développer leurs opus dans un environnement relativement limité. Ce que je veux dire par là, c'est que la licence Pokémon n'a jamais réellement innové. Et ça, c'est plus une surprise pour personne, car étant maîtresse des consoles portables, elle s'est toujours contentée de suivre une ligne droite et de s'exporter encore et encore sur une autre console. Et ça a toujours marché. Le concept a été le même et le restera toujours. Mais là, ils se retrouvent face à une situation encore inédite. Comment développer un bon opus sur une console où les limites techniques ne sont plus un réel souci. Et c'est cette question qui a conduit aux nouvelles idées exploitées dans ces jeux. Une question qui leur aura permis d'étendre leur vision autrefois linéaire vers un avenir plus glorieux et plus libéré de la licence. Mais Pokémon reste encore trop précieux à leurs yeux. C'est sur elle que se base l'entreprise tout entière. Sortir un opus aussi divergent des précédents par ses graphismes ou par son gameplay, en prenant le risque qu'ils soient un échec commercial conséquent, leur pourrait certes être permis, mais représenterait tout de même une perte considérable. Pokémon Let's Go était lui-même un test. La preuve, il n'a pas coûté très cher à développer, et il a permis à Masuda de découvrir les capacités des Joy-Con et de tâter le terrain des consoles de salon. Selon moi, il ne s'agit là que d'un début, un premier pas vers des jeux plus ouverts et plus travaillés. Mais bon, on attendait quand même pas trop des remakes de Diamant et Perle, il y a de fortes chances que ça ressemble à Pokémon Let's Go. Mais on va sans doute nous reprocher là d'être trop optimiste, d'en attendre trop d'une licence déjà morte au fond. Mais on est dans un jouet A, donc je reste avant tout là pour vous partager mon expérience avec un jeu qui m'aura marqué. Et si je parle d'épée et bouclier, c'est que c'est le cas. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi impliqué dans un jeu Pokémon. Très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi transporté. Game Freak a réussi à me faire ressentir de l'espoir pour cette licence pour qui je ne ressentais qu'ennui et lassitude. Et pour tout ça, qu'une seule chose à leur dire, merci. Alors si vous cherchez un jeu auquel jouer en cette période de Noël, jouez à Pokémon épée et bouclier. Non mais je compte finir la vidéo sur une note positive, donc tu peux partir.